Vous écoutez France Culture. Simone, je ne comprends pas l'attitude des contrôleurs de la SNCF. Des contrôleurs et des contrôleuses, même combat à cet égard. Ils sont manifestement incapables de respecter le sommeil des voyageurs. On a beau, quand on a décidé de piquer un petit roupillon, afficher son billet aussi clairement que possible à côté de soi, le contrôleur ne peut pas s'empêcher de nous réveiller afin que nous lui présentions notre titre de transport de la main à la main. Tu m'as l'air bien remonté encore une fois. Oui, parce que le cas a pourtant été prévu. Dans les nouvelles voitures du TGV, habillées et designées par Christian Lacroix, il y a en haut du siège, devant chaque place, une petite bande élastique qui est précisément faite pour que le voyageur qui souhaite dormir y place son billet, bien en vue du contrôleur, lequel sera donc dispensé de le déranger dans son sommeil pour effectuer ses opérations de contrôle. Dans les autres trains, on trouve toujours le moyen de coincer son billet en évidence, entre la tablette et le dossier, ou bien étalé sur la table devant soi dans les voitures à compartiment. Rien n'y fait, Simone. Les contrôleurs sont têtus, ils me réveillent quand même. Dans le meilleur des cas, en hurlant « Monsieur, monsieur, réveillez-vous, contrôle des billets !» Et bien souvent en me tapant sur l'épaule ou sur le bras, ce que je croyais interdit, soit dit en passant. Il me semblait que le contrôleur n'avait pas le droit de toucher les voyageurs. Ça ne les gêne pas, apparemment. Tout ça pour que je leur tende un billet qu'ils ont sous le nez. Le contrôleur SNCF est l'ennemi du sommeil des voyageurs. Sans compter les annonces dans les haut-parleurs, les annonces incompréhensibles du chef de train et les annonces interminables de la voiture-bar. C'est vrai, mais au moins celles-là, elles ont une utilité, une justification. Il suffirait que les employés articulent un peu et on pourrait quasiment parler d'information. Mais l'entêtement que mettent les contrôleurs à réveiller les dormeurs, pourtant ostensiblement en règle, celui-là n'a aucune justification. Il relève au mieux du mépris, au pire d'une forme perverse de cruauté. Message envoyé. Mais qui ne changera rien, une fois de plus. Les contrôleurs sont têtus. Non, il faut passer à la vitesse supérieure. Je vais te donner ma méthode d'action, Simone, et exhorter nos auditeurs à l'appliquer à leur tour. Moi qui te parle, lorsque le contrôleur me réveille, alors que mon billet est en évidence sous son nez, je fais mine de chercher ce billet. Je fouille très longuement et très minutieusement toutes mes poches, mon calepin, mon sac, ma valise s'il le faut, en répétant à voix bien haute « Ah, flûte alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce maudit billet ?» Jusqu'à ce que le contrôleur en ait marre d'attendre et qu'il soit contraint de se couvrir de ridicule en faisant mine de découvrir le billet qui est sous son nez depuis le début et en disant « Ah bah il est là votre billet !» Et moi je réponds « Ah bah oui, il est là, sous notre nez, et moi qui l'avais pas vu comme un idiot !» Si tous les dormeurs injustement réveillés en sursaut font le même cirque... Mais oui, si tous les opprimés s'y mettent, on peut espérer qu'un jour les contrôleurs indélicats se décourageront et accepteront enfin que des gens dorment pendant qu'eux ne dorment pas. On sait ce qu'il nous reste à faire. Ah, si on veut pouvoir dormir tranquillement dans le train. Si ce qu'on veut, c'est manger quelque chose, là, c'est une autre histoire. On en reparlera donc. Oui, Simone, on en reparlera. Vous écoutez France Culture. Il suffit quelquefois de bien peu de choses pour rendre la vie meilleure. Tu crois pas, Simone ? Si, mais à quoi penses-tu ? Au voyage en avion. Nous sommes une écrasante majorité à avoir peur en avion. Ça va de la légère appréhension à la franche angoisse, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas nombreux à être parfaitement sereins en avion, même lorsque les conditions de vol sont idéales. Et quand ça se met à bouger... Les fameuses turbulences. Nous y voilà. Veux-tu m'expliquer, Simone, pourquoi les pilotes, les commandants de bord, qui sont si disers sur la température à l'arrivée ou sur l'altitude de croisière, pourquoi se montrent-ils si réservés quand l'appareil traverse une zone de turbulence ? Il leur suffirait de quelques mots bien choisis pour diviser par 50 la dose de stress qui règne en cabine. Ils pourraient, en 2 phrases, rassurer les passagers inquiets et ils ne le font pas. Pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ?
Au contraire, le commandant de bord annonce la zone de turbulence, généralement sur un ton plus inquiétant que rassurant, et au moyen d'une formule brève et sèche accompagnée de l'injonction d'attacher sa ceinture. À ce moment-là, tout le monde, à part la vieille dame qui est sous Valium, et le musicien qui s'est sifflé 12 whisky, à part ces deux-là, tout le monde serre les fesses. Et en effet, voilà les turbulences. Mais le pilote devient soudainement muet. Aucune parole apaisante ne viendra diminuer notre anxiété. Ils n'ont peut-être pas les mots pour le dire. Ah, alors, permets-moi de les leur donner, les mots. Il faut les adapter à chaque cas particulier, évidemment, mais ça pourrait ressembler à « Chers passagers, nous sommes entrés dans la zone de turbulence que je vous avais annoncée. Nous mettrons 7 à 8 minutes à la traverser. Les secousses que vous ressentez actuellement sont tout à fait inoffensives. L'appareil est totalement sous contrôle. Des turbulences comme ça, j'en traverse tous les jours depuis 20 ans et je me porte comme un charme. Ah, tiens, là, ça a secoué un peu plus fort, mais pas de quoi s'inquiéter, les amis. C'est comme les chaos de la route, c'est normal, c'est l'ordinaire. Je vous rappelle que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Cet avion est conçu pour encaisser des turbulences 20 fois plus fortes que celles que nous traversons. Je maîtrise totalement la situation. Vous êtes un peu tendu, je le sais, c'est normal, vous n'avez pas l'habitude. Mais moi, je peux vous dire que nous ne risquons rien. Ce sont des turbulences minimes. Et si ce ne sont pas des turbulences minimes? Raison de plus. Raison de plus pour dire, mesdames et messieurs, ce sont des turbulences assez fortes que nous traversons. C'est très inconfortable, mais je vous confirme que c'est sans danger. Ça va secouer encore pendant une dizaine de minutes. Soyez patients, mais surtout soyez zen. Il n'y a aucun souci à se faire, je vous en donne ma parole d'honneur. J'ai connu bien pire et j'en suis sorti sans une égratignure. Tu veux qu'ils disent tout ça? Non, il fait sa sélection. Il trouve les mots justes en fonction de la circonstance. Mais en tout cas, il nous fait cadeau du petit laïus qui améliore pour pas cher la qualité de notre vol et plus généralement notre qualité de vie. Bon, la SNCF c'est fait, les compagnies aériennes c'est fait. Un mot sur les ferryboats? Demain, Simone, demain. Vous écoutez France Culture. Simone, il faut que je te reparle de la brouille entre Stéphane et Aurélie. Il y a du nouveau? Oui et non. Au début, je croyais que Stéphane en voulait à Aurélie juste parce qu'elle avait dit qu'elle ne voyait pas en quoi la carte postale de Mélanie était déplacée, tu te souviens? Mais en fait, il semblerait que c'est elle aussi qui est allée raconter à Sophie et Sébastien qu'il y avait du tirage dans le couple de Stéphane et Claudia. C'est ce que pense Stéphane en tout cas. Comment il l'a su? Il l'a pas su vraiment, mais à l'anniversaire de Francis, Sophie a fait une remarque bizarre à Claudia. Elle lui a dit je ne sais pas quoi qui pouvait laisser entendre que ça marchait pas très fort entre elle et Stéphane. Et comme c'est un petit peu vrai, Claudia a cherché d'où pouvait venir l'info. Et comme elle savait que Stéphane avait vu 2 fois Aurélie pour la préparation de l'exposition de Valentine, elle en a déduit que c'était Aurélie qui avait colporté la rumeur. Alors, en fait, apparemment, d'après Christian, Aurélie faisait allusion aux histoires entre Stéphane et son ex. Elle parlait pas de Claudia. Mais ça me semble un peu bizarre quand même, parce que je vois pas pourquoi Aurélie aurait parlé des problèmes d'un couple qui s'est séparé depuis 11 mois, ou même un peu plus. Donc, je crois plutôt, moi, que quand elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une gaffe, et que Sophie ou Sébastien avaient dû en parler à Stéphane, elle a changé son fusil d'épaule et elle a prétendu qu'elle parlait de Stéphane et Sarah. Il y avait du tirage entre Stéphane et Sarah? Non, pas à ma connaissance, justement. Bon, ils avaient eu un gros clash quand Sarah était revenue du Mexique, où elle avait plus ou moins flirté avec son chef de mission, puis ils avaient fait un break pendant 6 mois. Mais à part ça, ça allait plutôt très bien, d'après ce que je sais. Et on peut pas en dire autant avec Claudia, puisque d'après Mélanie, qui passe pas mal de temps avec Claudia, et qui doit donc recueillir quelques confidences à l'occasion, d'après Mélanie, Stéphane et Claudia font lit séparés depuis fin septembre. Et aux 30 ans de mariage des parents de Stéphane, Claudia n'était pas là. C'est un signe quand même. C'est peut-être pour ça. Oui, je pense. Je pense que c'est parce qu'Aurélie a dévoilé un problème que Stéphane cherchait plutôt à cacher. C'est pour ça que Stéphane lui en veut tellement. Parce que sinon, il peut pas ignorer qu'Aurélie est de son côté. Ils ont d'ailleurs été ensemble il y a 4 ou 5 ans. Pas longtemps, mais quand même. Et quand Stéphane s'est embrouillé avec Nicolas, Aurélie a été la première à le défendre. Donc elle a sûrement pas cherché à faire du tort à Stéphane, ni à Claudia d'ailleurs, puisqu'elles s'entendent très bien. Elles étaient ensemble à Noirmoutier. Ben, tout à fait. Non, je pense que c'est peut-être Sophie qui a déformé ce que lui avait dit Aurélie quand elle en a parlé à Stéphane. Parce que, vraisemblablement, elle en a parlé à Stéphane.
Et si ça se trouve, elle en a fait des tonnes, elle a grossi l'affaire pour déstabiliser Stéphane. Et surtout pour créer une petite embrouille entre Stéphane et Aurélie. Tout ça pour faire plaisir à Sébastien, parce que je crois bien que Sébastien est jaloux de l'attirance qu'Aurélie a toujours eue pour Stéphane. Donc c'est son intérêt de mettre la zizanie. Et comme il sait très bien qu'il ne pourra pas passer par Claudia pour ça, puisque Claudia se méfie de Sophie... Chérie, tu peux me raconter la suite plus tard? Il faut que je passe un coup de fil à Corinne, elle est en crise avec Guillaume. Ok, mais grouille. Vous écoutez France Culture. Ça ne t'aura pas échappé, Simone, nous approchons de Noël. Ou alors c'est Noël qui s'approche de nous, tout dépend du point de vue. Ce qui est sûr, c'est que Noël, c'est bientôt. Je te propose donc que nous parlions de Noël toute la semaine. Qu'en dis-tu? J'ai le choix? Non. Voilà. Nous nous entretiendrons des illuminations de Noël, de la dinde au marron, des cadeaux de Noël et du Père Noël. Mais c'est par la conchiliculture que nous allons commencer. En réalité, c'est l'ostréiculture qui m'intéresse. Je n'ai pas l'intention d'évoquer la mythiliculture, mais je ne voulais pas perdre l'occasion de rappeler que l'élevage des coquillages s'appelle la conchiliculture et non pas la conchiliculture. Ça, c'est fait. Or donc, c'est de l'ostréiculture, l'élevage des huîtres, qu'il va être question. Des huîtres, on peut en manger toute l'année, et je ne me gêne pas quant à moi pour le faire. Mais c'est traditionnellement à la période de Noël qu'on en mange le plus. Voilà pourquoi je vais en parler, et toi aussi, puisque tu n'as pas le choix. J'avais compris. Voilà l'affaire, Simone. L'ostréiculture, et avec elle les ostréiculteurs, l'ostréiculture est gravement menacée. Depuis un peu plus de 2 ans, une maladie mystérieuse ravage le naissain, c'est-à-dire les jeunes huîtres de moins d'1 an, dans tous les bassins conchilicoles de France. Je dis bien ravage et non pas décime, parce que c'est pas 10% de la production que la mystérieuse maladie tue, comme dans toute décimation qui se respecte, mais bien davantage, de 40 à 90%, selon les régions et mes informations. Conséquence, à Noël 2011, il n'y aura presque plus d'huîtres, et à Noël 2012, plus du tout. Que fait la police? Oh, la police, rien, comme d'habitude. En revanche, plusieurs organismes spécialisés, dont l'Ifremer, se penchent sur le problème, mais sans résultat pour le moment. On a bien identifié un virus, mais il ne serait pas le seul responsable. On incrimine parfois le réchauffement climatique. Et en toute hypothèse, on n'a pas trouvé le remède. Les huîtres vont droit dans le mur sous nos yeux impuissants. C'est une tragédie. Pour la biodiversité d'une part, et surtout pour nos estomacs, avides d'iode, de vitamine B12 et de fer. J'ai un ami qui produit une huître exceptionnelle, la Belle d'Oléron. La dernière fois qu'il m'a parlé de la catastrophe, Simone, il avait les larmes aux yeux. Il y a 1 siècle et demi, la vigne européenne a succombé au phylloxéra. L'huître européenne risque de connaître un sort comparable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, tu l'aimes bien, hein, cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que veux-tu que je te dise? Moi, je vois 3 axes de lutte. Premièrement, donner la parole aux huîtres. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Deuxièmement, défiler dans la rue, au cri de « Sauvons les huîtres ». Troisièmement, et surtout, manger des huîtres, à la fois pour soutenir l'ostréiculture et pour faire de la consommation d'huîtres une grande cause nationale, pour ne pas dire une priorité. C'est pas une bourriche d'huîtres que tu caches là, sous ton manteau? Si, oh, c'était au cas où. Mais qu'est-ce que t'attends pour les ouvrir? J'attends pas. Voilà. Vous écoutez France Culture. Les illuminations de Noël, Simone. Nous nous étions promis d'en parler. Surtout toi. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui te retient? Rien. Chaque année, depuis très belle lurette, la France des villes s'illumine pour la période de Noël. De ville en ville, c'est la surenchère à la décoration lumineuse, avec, comme de bien entendu, pour phare de ces opérations, Paris, la ville lumière.
Cette petite blague coûte très cher. Achat et amortissement du matériel, laborieuse installation de ces décorations par des camions-grues à nacelle, consommation électrique et entretien pendant 50 jours d'illumination en moyenne, laborieux démontage de l'ensemble. La facture globale s'échelonne de quelques dizaines de milliers d'euros pour une petite bourgade à 3 millions d'euros, estime-t-on, pour la capitale. Entre les deux, la ville de Strasbourg, par exemple, réputée pour ses illuminations, dépenserait quelques 500 000 euros. Mes chiffres ne sont pas garantis, mais l'ordre de grandeur est le bon. C'est assez cher, donc. Comme tu dis. Et qui paye? C'est variable d'une ville à l'autre. Une part est payée par les commerçants, le reste par le contribuable municipal. À Paris toujours, la mairie réglerait un bon tiers de la facture et les associations de commerçants les 2 autres tiers. Mais dans tous les cas, le contribuable crache au bassinet. Question, à qui profitent ces illuminations? Au contribuable? Oui, un peu, s'il a le temps et le goût de contempler ces installations clinquantes. Mais surtout aux commerçants, qui estiment, avec raison probablement, que l'éclairage de Noël stimule le consommateur et fait par conséquent grossir les chiffres d'affaires. En vertu de quoi, le citadin paye 2 fois les féeries lumineuses, une fois sur sa feuille d'impôts locaux, une deuxième fois en achetant chez les commerçants de sa ville des tombereaux de marchandises plus ou moins utiles. C'est assez classique comme cas de figure. Oui, oui, oui. Et je n'entends pas, dans ma grande mansuétude, interdire ces illuminations. Je trouve plutôt positif que l'on consacre de l'argent à décorer et embellir l'espace public. Non, ce que je regrette, c'est que, de Dunkerque à Tamanrasset, ces installations de Noël soient dépourvues de toute personnalité et de toute identité. Les guirlandes sont les mêmes à Brest et à Nice, les sapins de Bordeaux sont identiques à ceux de Nevers, le Père Noël et son traîneau barrent la rue principale de Colmar comme celle de Béziers. Aucune originalité, aucune créativité, aucune identité locale. C'est l'installation standard qui domine partout. Comme une habitude, comme une tradition, comme un réflexe. C'est bien triste. Toi, tu trouves toujours quelque chose à redire. Pardon? Je constate que tu trouves toujours quelque chose à redire. Comment? Je ne dis pas que tu as tort. Je dis que tu trouves toujours quelque chose à redire. Qui ça? Je disais juste « Joyeux Noël !» Ah bah oui, merci. C'est un peu tôt, mais toi aussi, Simone, joyeux Noël. Vous écoutez France Culture. Simone, si nous respectons le planning que nous avons établi avant-hier, nous devons parler de la dinde au marron. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais je ne te propose pas d'en manger, je te propose d'en parler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Oh, je n'ai pas d'idée très arrêtée, c'est plutôt libre comme entretien. Ah, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qui sait quoi dans cette aventure-là. C'est-à-dire? Eh bien, est-ce que la dinde, qui grandit et grossit dans sa basse-cour berrichonne, en prodiguant à ses dindonneaux des soins aussi maternels qu'attentifs, est-ce qu'elle sait, cette grosse dinde, qu'elle court un grand risque de finir sa vie farcie de marrons et entourée d'oignons rissolés dans un four à thermostat 8? Oui, elle le sait. C'est une chose établie, elle le sait. Mais à l'autre bout de la chaîne, Simone, les marrons, qui poussent tranquillement à l'abri de leur bogue, hérissés de piquants sur un beau châtaignier des environs de Corté, savent-ils, ces marrons, que s'ils ne finissent pas en crème ou glacés, ils ont toute chance de terminer leur existence à l'intérieur d'une grosse dinde de 3 à 4 kilos? À ton avis? À mon avis, oui, tout le monde est au courant. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. Par conséquent, chacun a eu tout loisir de se renseigner. Oui, c'est logique. Donc, la dinde sait ce qu'il attend. Les marrons savent aussi. J'imagine que les entrailles de la dinde sont mises au courant par la dinde elle-même. Le foie, le cœur, le gésier, les poumons, ils savent qu'ils seront hachés menus pour rejoindre la farce, en compagnie du lard. Et tiens, le lard, il est au courant? Pour le lard, c'est plus compliqué parce que ses perspectives d'avenir sont diverses et variées. Oui, t'as raison. Il peut aussi bien finir entouré de lentilles, ou bien au cœur d'une grosse potée limousine,
ou alors dans la sauce des spaghettis carbonara, ou encore dans une omelette paysanne. Au fond, les cochons, quand ils parlent d'avenir entre eux, ils sont beaucoup moins renseignés sur leur destinée. Le morceau de lard lambda n'a guère plus d'une chance sur 100 d'entrer un jour dans la farce de la dinde au marron. Alors que pour la dinde, les choses sont assez claires. De janvier à octobre, son destin s'énonce plutôt sous la forme escalope de dinde, cuisson vapeur entourée de quelques légumes de printemps. Mais dès qu'on atteint novembre et décembre, l'issue la plus probable, c'est bourré de marron dans la rôtissoire à papa. T'en fais, toi, de la dinde au marron? Non, j'aime pas ça, je te l'ai dit. Alors pourquoi la rôtissoire à papa? Ah, bon, c'est une expression. Une expression qui introduit une nuance d'affection à l'endroit de la rôtissoire. Elle en a besoin? Ah, un peu qu'elle en a besoin. Parce que, si j'ai bien suivi ton raisonnement, elle sait pertinemment, la rôtissoire, qu'elle risque fort à Noël de se trouver envahie par une grosse dinde bien bourrée de gros marrons bien mûrs. Et ça l'amuse pas. Alors elle cherche des compensations, un soutien affectif, auprès de son propriétaire. Tu vois, le plus dingue, c'est que tous les fêtards qui vont manger une dinde au marron à Noël prochain, tous ces bouffeurs de dinde sont totalement inconscients de ce qui s'est tramé avant. Alors qu'ils ont eu toute la nuit des temps pour se renseigner. Vous écoutez France Culture. Simone, ouvre bien grand tes oreilles. Oui, Il y a 3 jours, dans une rue commerçante de Limoges, j'ai vu le Père Noël. oui. Je suis pas totalement surprise. Jusqu'ici, non. Mais attends voir. 25 minutes plus tard, dans une autre rue de Limoges, à 3 kilomètres de là, j'ai revu le Père Noël. Toujours avec sa hotte et son manteau rouge, mais il avait grandi d'au moins 12 centimètres et sa barbe blanche, en revanche, avait sensiblement raccourci. Il s'était sans doute taillé la barbe dans l'intervalle et il avait mis des talonnettes. C'est ce que j'ai pensé en effet, mais tiens-toi bien. Le lendemain matin, je me promène bien peinard dans les rues de Lille. Et sur qui je tombe? Le Père Noël. Il avait donc fait le même voyage que moi. Forcément, j'ai bien regardé les horaires, il n'y avait pas de correspondance plus rapide de Limoges à Lille. Nous avions forcément pris le même train. Et pourtant, je ne l'avais pas vu dans le train. Ou alors il a fait le trajet en voiture. Mais il a dû foncer. Enfin bref, il était là, à se faire prendre en photo avec les gosses, à Lille. Étrange coïncidence. Ça s'arrête pas là, sinon je t'embêterai pas avec ça. 24 heures plus tard, je suis de retour à Paris, et là, aux abords des grands magasins du boulevard Haussmann, qui vois-je, promptement revenu de Lille? Le Père Noël? Tout juste. Qui, cette fois, avait ôté ses talonnettes, et s'était même sans doute fait réduire un peu les fémurs, et qui avait pris au moins 20 kilos. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger dans le train pour prendre 20 kilos en 24 heures? Mystère. Bon, je ne m'attarde pas, je fonce à mon rendez-vous dans le quartier de la Défense, et là, Simone, je te le donne en mille. Qui surprends-je dans les allées du centre commercial? Le directeur de France Culture? Non, le Père Noël, encore lui, qui avait perdu 30 kilos dans le RER, et qui portait désormais des lunettes. Là, je te l'avoue, j'ai commencé à gamberger. Tout ça, me suis-je demandé, est-il vraiment le fruit du hasard? Ou bien, est-ce que le Père Noël a décidé de me suivre? Bon, comment il a pu être informé de mon emploi du temps détaillé? Je ne sais pas. De me suivre et surtout de changer systématiquement de physionomie d'un point à l'autre, dans l'espoir sans doute que je ne repère pas son petit manège. Avec une cascade de questions connexes comme « À une période où les enfants de France comptent tellement sur lui, le Père Noël n'a-t-il pas mieux à faire que de suivre à la trace un gars comme moi? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Qu'est-ce qu'il complote ?» Il est tout seul. Je sais, mais un Père Noël, c'est un être un peu magique. Il est parfaitement capable de comploter tout seul. Non, la question c'est, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas le retrouver dans mes pattes mardi prochain à Marseille ou mercredi à Clermont-Ferrand? Écoute, s'il a quelque chose à me dire, qu'il le dise, mais qu'il arrête de me pister comme un vulgaire lapin. Ou alors ils sont plusieurs, comme Arturo Brachetti. Ne raconte pas de sornettes, Simone. Si c'était ça, ça se saurait, évidemment. Ne m'agresse pas. Moi, de toute façon, j'y crois pas au Père Noël. Oh, bah c'est facile. C'est tellement facile.
Vous écoutez France Culture. Simone, si je te parle du calendrier de l'Avent... Avant quoi? Non, écoute, ne te fais pas plus bête que je ne suis, s'il te plaît. L'Avent avec un E, pas l'Avent avec un A comme l'après. Ah oui, l'avant, du latin adventus, qui désigne le fait d'être arrivé, venu. C'est le temps qui prépare à la venue du Christ, sa venue à la fin des temps dans la gloire et son humble venue à Noël. Si tu veux. J'y ajouterai la définition de Wikipédia qui nous dit que le calendrier de l'Avent est une tradition germanique née pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux enfants comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. Plus tard, les biscuits puis les chocolats ont remplacé les images. Ce calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. On peut alors y lire la phrase de l'Évangile ou y prendre la confiserie qu'elle contient. C'est bon, on est d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu voulais me dire sur le calendrier de l'Avent? Je voulais te dire que c'est bien gentil d'avoir prévu un calendrier pour m'aider à dominer mon impatience en attendant Noël, mais qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui attendent impatiemment l'Avent? Est-ce que ceux-là, dont je suis, je te le dis tout net, n'auraient pas besoin d'un calendrier qui les aiderait à patienter pendant les 24 jours précédant le début de l'Avent? Un petit calendrier sympa de l'Avent, qui démarrerait aux alentours du 7 novembre et grâce auquel, en ouvrant chaque jour une petite fenêtre à chocolat, je serai en mesure d'attendre l'arrivée de l'Avent. Je ne te dis pas non, mais est-ce que ce n'est pas le doigt dans l'engrenage? C'est possible, Simone. Il se peut que les plus impatients parmi les impatients aient besoin d'un calendrier spécial pour les aider à patienter en attendant le 7 novembre, premier jour de l'Avent. Mais qu'à cela ne tienne, instituons pour eux ce calendrier, ce compte à rebours du compte à rebours du compte à rebours de Noël. Ça va faire de la paperasse, tout ça. Qu'est paperasse? Il faut aller directement au bout des choses. Fabriquer une planche cartonnée dans laquelle seront prédécoupées 364 fenêtres qu'on ouvrira à raison d'une par jour à partir du lendemain de Noël. Dans chaque fenêtre, un plat du jour, cassoulet, couscous poulet, choucroute, paella, aligot, mouclade, côte de porc charcutière, escalope de foie gras à l'embeurré de chou chinois. Ouais, et tout ça est à discuter, hein, bien sûr. On peut aussi imaginer, dans la fenêtre du 12 février, un plateau de fruits de mer, au centre duquel on aura dressé une petite pancarte incitant à faire une bonne action. Quel genre de bonne action? N'importe. Par exemple, offrir un plateau de fruits de mer à sa compagne ou à son compagnon. Ou alors, penser à refermer la fenêtre cartonnée de la veille. Ou mieux, aider une personne âgée qui ne possède pas le calendrier annuel de l'Avent, l'aider à patienter en attendant Noël. Bon, il faut donc éviter les personnes trop âgées qui risquent de ne pas passer Noël. Enfin bref, tout est à inventer, tout est à construire. Mais alors, c'est pour quand, ce calendrier annuel? Je sais pas, il faut le temps de la fabrication. 6 à 8 mois. Et comment fait-on pour patienter jusque-là? Vous écoutez France Culture. Simone, je te préviens, je vais leur faire un procès. À qui? Je sais pas exactement. Je suis en train de fourbir mes armes. Mais contre qui? Contre ceux qui ont, il y a près de 50 ans, écrit ou diffusé des messages à caractère publicitaire, des messages qui se sont inscrits malgré moi dans ma mémoire et qui continuent de me poursuivre aujourd'hui. C'est le même phénomène, en beaucoup moins grave bien sûr, que ces salariés qui ont été irradiés ou qui ont été en contact avec du plomb ou de l'amiante et qui ne ressentent les conséquences délétères que 2 ou 3 décennies plus tard. Alors ils font un procès à l'employeur d'autrefois. Et ils ont bien raison. C'est pas parce que le préjudice a tardé à produire ses effets destructeurs
que les responsables seraient dispensés d'assumer leurs responsabilités. Donc, dans ton cas, ce sont des vieilles publicités qui te causent un préjudice actuel. Oui, oui, oui. Qui reviennent à ma mémoire, malgré moi, qui me tournent dans la tête, qui me polluent le cerveau. Un exemple? Plusieurs exemples. Et je t'en parle d'autant plus librement que la plupart des produits concernés n'existent plus. Il y a par exemple « Vous changez de Kelton. Montre Kelton à partir de 35 francs dans les tabacs, papeteries, grands magasins, drugstore. Montre Kelton. » Et ça date un peu, en effet. Et ça, poulet fumé, smoky, on le consomme chaud, on le consomme froid. Hein? Ou bien tiens, une pub de cinéma. Oh, 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 grand Mico, oh, 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 grand Mico. Grand Mico, Mico géant, Mico parfait ou divers parfums, ont valu à Mico le label Prestige de la France. Ah, ça fait froid dans le dos. Tiens, quelquefois, il ne m'en reste qu'un petit morceau. En France, pour être bien chez soi, il faut voir Monsieur Catena. Ou un moyen morceau. Listel, Listel, je suis resté fidèle au vin qui rassemble les amis. Ouais, c'est con comme de la pub, ça s'imprègne, ça encombre mon disque dur. Et en plus, c'est illégal, la publicité pour l'alcool. Raison de plus pour faire un procès. Et tiens, une qui m'est restée en entier. Quand sur un plateau distingué arrive le fromage de comté, celui qui se sert le premier ne peut vraiment pas résister. Il coupe une tranche délicatement, puis il se sert le morceau le plus grand. Le comté, on l'aime sans compter. Ah, pour le coup, ça existe encore, le comté. Je sais, mais je veux pas le détail. Tout le monde dans le même sac. J'intente un procès à tous ceux qui ont truffé mon cerveau de messages publicitaires aussi tenaces que débiles, même quand l'agression remonte à 30 ou 40 ans. Ça te fait combien de procès en perspective? À peu près. Faut que je fasse le recensement, mais ce sera de l'ordre d'une centaine. Et dans le lot, il y aura la brillantine, la meilleure, la plus fine, mais oui, c'est la brillantine Roja. Du pain sur la planche pour le barreau. Ah, il faut que la justice passe. On y croit, on se bat. Vous écoutez France Culture. Je vais te surprendre, Simone, pas de jérémiade aujourd'hui, pas de récrimination ni de pleurnicherie. J'ai résolu de prendre le large pour aérer nos cerveaux et je t'invite par conséquent à parler du dugong. Du gong tibétain? Pas du gong, Simone, mais du dugong, dont le nom complet est même dugong dugon. Le dugong, appelé aussi vache marine, est un mammifère marin herbivore au corps fuselé qui mesure 3 à 4 mètres de long et peut atteindre 900 kilos. Il se caractérise par une dent allongée à l'avant de la tête et une nageoire caudale triangulaire. Le dugong broute les fonds marins peu profonds à proximité des côtes. Il a un cri, on dit qu'il barbarouffe. Je n'ai jamais entendu un dugong barbarouffer. Moi non plus. Et je n'en entendrai peut-être jamais, parce que le dugong est le mammifère marin le plus menacé. Il constitue, avec les 3 espèces de lamantins, l'ordre des siréniens. C'est la seule espèce du genre dugong et la seule espèce de sa famille, les dugongidés, depuis la disparition au XVIIIe siècle de la rhytine de Steller. Pauvre rhytine de Steller. Ouais, qui a été exterminée en quelques années après sa découverte, parce qu'on n'avait pas encore inventé l'écologie ni la biodiversité à l'époque. En 2010, il y a un petit espoir de voir le dugong échapper à l'extinction, et c'est tant mieux parce que c'est rigolo un dugong. Son nom est rigolo, son surnom de vache marine est rigolo, son cri est rigolo, je suppose, son allure générale est rigolote à force d'être improbable. Bref, il faut sauver les dugongs. Ah oui, parce que sinon de quoi pourrons-nous parler les jours où nous ne saurons pas de quoi parler? C'est pas la seule raison, Simone. Si l'enjeu n'était que celui-là, celui de disposer d'un animal assez rigolo pour alimenter nos conversations, alors il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il y a beaucoup d'animaux rigolos qui ne sont nullement menacés. Non, il faut sauver le dugong pour maintenir la biodiversité, qui est un facteur d'équilibre de la planète. Moi, j'ai du chagrin chaque fois qu'une espèce disparaît. Je suis pas encore remis, par exemple, de la disparition de l'oiseau dodo,
le dronte de l'île Maurice. Ce drôle de pigeon incapable de voler a été exterminé par les Européens qui ont débarqué à Maurice au XVIIe siècle. En quelques décennies, le dodo sans défense est devenu un souvenir. Il ne reste que quelques jolis dessins. Mais j'ai entendu dire que les spécialistes espèrent recréer un dodo à partir de l'ADN prélevé sur la tête d'un spécimen conservé au musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford. C'est vrai, Simone, c'est vrai, mais je te réponds, premièrement, c'est pas gagné. Deuxièmement, c'est pas pareil. Même si on réussit à faire revivre un dodo, ce ne sera pas le dodo, le vrai dodo, avec son histoire et ses ancêtres. Non, ce sera un dodo orphelin de naissance, une invention de l'homme inspirée de la nature. Ce ne sera pas le bon vieux vrai dodo. Le dodo est mort. Il ne faut pas que le dugong meure. Laissons à nos enfants une planète propre avec des dugongs. Ça leur évitera d'avoir à en refabriquer en laboratoire. Et donc, sous prétexte d'une conversation anodine, Simone, nous venons de donner le coup d'envoi d'une nouvelle campagne mondiale de protection du dugong. On fera le point en 2020. De quoi on va parler d'ici là ? Vous écoutez France Culture. Simone, j'ai hérité de mon grand-père un baromètre. Mes condoléances. Pour Ton grand-père. Ah oui, bon, merci, mais c'est déjà de l'histoire ancienne, ça fait 40 ans qu'il est mort. En me léguant son sabre de cavalerie et un baromètre. Le sabre de cavalerie, ça va. Je le sors de son fourreau une fois par an pour impressionner les enfants. Je le graisse une fois tous les 3 ans. Je le range dans mon bureau, dans une espèce de porte-parapluie. Bref, le sabre, ça va. Certes, il manque la dragonne, qui s'est décomposée avec le temps, mais sinon, ça va. En revanche, le baromètre... Un souci. Ouais. Parce que ce baromètre était resté au grenier depuis des années, et je ne l'en ai exhumé que tout récemment. 1 mois, pour être précis. Je l'ai accroché au mur, et je l'observe. Et que me dit ce baromètre depuis 1 mois ? Que le temps est au beau fixe, invariablement. Ce que dément formellement la réalité constatable. Je ne suis pas fou, Simone, le temps n'est pas beau et sec sans interruption depuis 1 mois. J'en déduis que ce baromètre ne marche pas. Ou plutôt qu'il ne marche plus. Parce que mon grand-père ne m'aurait jamais légué un baromètre hors d'usage. Le baromètre de mon grand-père ne joue plus son rôle de baromètre. Il est beau au moins, le baromètre lui-même ? Non, pas spécialement. Il est même d'une facture assez vieillotte. Raison de plus pour exiger de lui qu'il me donne des indications fiables sur la météo et sur la pression atmosphérique. J'ai donc entrepris d'examiner le malade. Il y a à l'arrière de ce baromètre une petite vis de réglage. Je suppose que c'est grâce à cette petite vis qu'il est possible de l'étalonner. Qu'en penses-tu ? Je ne suis pas proprement parlé une spécialiste des baromètres. Moi non plus, comme tu vois. Alors j'ai mené l'enquête. Mon baromètre n'est pas un modèle à mercure, tel qu'inventé par Torricelli en 1643. Ce n'est pas non plus un baromètre à eau, ni un baromètre à gaz. C'est un baromètre anéroïde, imaginé par Gottfried Leibniz en 1700, puis mis au point par le français Lucien Vidy en 1844, et enfin perfectionné en 1849 par Eugène Bourdon. Ah ben voilà, tout est dit. Non, Simone, non. Je ne fais que décrire l'appareil, mais je ne sais toujours pas comment l'étalonner, pour lui permettre de se rendre utile à nouveau. Je lance donc un appel à nos auditeurs. Je les connais bien, ce sont des gens instruits et compétents. Je suis certain qu'il y a parmi eux des fortiches capables de me renseigner. Écrivez-moi, chers auditeurs, dites-moi comment on ressuscite un vieux baromètre anéroïde. Je me doute qu'il faut actionner la vis, que je crois être une vis de réglage, mais dans quel sens et jusqu'où ? Comment fait-on pour connaître la pression atmosphérique à un moment donné quand on n'a qu'un seul baromètre à sa disposition ? Ne me laissez pas dans l'embarras, les amis. Écrivez-moi, dites-moi la marche à suivre, et vous verrez que vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Dès que mon baromètre sera réparé, je me tiendrai à votre disposition pour vous donner la pression du moment. Vous pourrez passer à la maison, si vous voulez, et regarder le baromètre. Mais auparavant, il faut m'aider à le régler.
J'attends vos courriels. Nous attendons vos courriels. Ah oui, les sabres de cavalerie, ça m'intéresse pas. Mais pour les baromètres, je suis solidaire. Vous écoutez France Culture. Simone, je suis proprement écœuré. Allons bon. Et tu ne vas pas tarder à l'être aussi. Selon la revue spécialisée Profession Logement, 53 000 foyers vivent dans des HLM, alors même que leurs revenus dépassent 11 200 € mensuels avec un enfant ou 13 500 € mensuels avec 2 enfants. Un revenu qui place ces familles dans les 10% des ménages les plus riches de France. Au total, selon la même étude, ce sont 378 000 familles, dont 207 000 en Île-de-France, qui occupent un logement HLM alors que leur revenu dépasse 5 300 € mensuels avec un enfant ou 6 400 € mensuels avec 2 enfants. Tu te rends compte, Simone? Tandis qu'on estime à 1,2 million le nombre de demandes de HLM légitimes non satisfaites, il y a près de 400 000 tricheurs qui encombrent les HLM alors qu'ils ont largement de quoi s'offrir un logement non aidé. C'est lamentable. Je trouve aussi. Ah, évidemment, les fautifs peuvent sans doute se retrancher derrière l'aspect légal de leur situation. Ils ont généralement obtenu ces logements HLM en fonction d'une situation ancienne et ils ont oublié de signaler que leurs revenus avaient augmenté. Ou bien ils l'ont signalé mais ce sont les offices d'HLM qui n'ont pas réagi. Ou encore qui ont réagi en appliquant simplement un surloyer, mais qui est loin de compenser le privilège exorbitant détenu par ces familles au détriment des familles aux revenus modestes. Il y a de quoi être fâché, Simone, parce que le logement aidé a un coût pour la collectivité des contribuables. Nous payons des impôts pour permettre aux plus démunis d'entre nous de trouver quand même un logement décent. Et les logements que nous destinons à ces familles pauvres sont occupés par des gros pleins de fric sans scrupules. Non ? Si. Non, tu vas me prendre pour un doux rêveur, mais je me dis que si ces riches avaient un minimum de sens civique, ils libéreraient d'eux-mêmes ces HLM sans attendre qu'on les y contraigne. Leur situation a beau être légale, elle est néanmoins profondément immorale. Je ne comprends pas de quel sommeil peuvent dormir ces gens-là. Qui te dit qu'ils dorment bien? Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être là leur punition, ils dorment mal. Leurs rêves sont peuplés des pauvres gens qu'ils privent de logement. Ils les voient errer, ils les entendent grelotter, et ils dorment mal. Alors ils vont chez le docteur, qui leur prescrit des somnifères, bien remboursés par la sécurité sociale, mais rien n'y fait, ils continuent de mal dormir. C'est la mauvaise conscience. Ils ne dormiront du sommeil du juste que lorsqu'ils auront décidé de libérer spontanément le logement qu'ils occupent indûment. En attendant, pardonne-moi d'être un peu pragmatique, mais est-ce que les offices d'HLM ne pourraient pas se dépêcher de fixer et d'appliquer des plafonds de ressources raisonnables? Ça paraît pas si compliqué. Dès que le revenu d'un foyer dépasse le plafond, on lui donne son congé, il se reloge à ses propres frais et en proportion de ses moyens effectifs. Si on se remue un peu les fesses, il faut pas plus de 2 ans pour que les HLM soient enfin occupés par ceux et exclusivement par ceux pour qui elles ont été conçues, pour que la situation redevienne normale. Pour qu'elle cesse d'être écœurante. Tiens, tu vois, je te le disais bien que t'allais être écœuré, toi aussi. Vous écoutez France Culture. Simone, permets-moi de dénoncer un petit scandale. Qu'est-ce que tu entends par petit scandale? J'entends que les faits incriminés ont un caractère réellement scandaleux, mais en même temps, la chose n'a aucun caractère de gravité. Voilà. Rien de grave, mais scandaleux quand même. Je t'écoute. Il est scandaleux que la SNCF, qui nous vend ses prestations si chères, n'ait toujours pas trouvé dans ses budgets de quoi former ses personnels navigants à utiliser un microphone. C'est pourtant pas sorcier, 1 heure de formation par tête de pipe suffirait amplement et nous épargnerait enfin
les annonces proprement ridicules que nous infligent les contrôleurs ou les contrôleuses, notamment dans les TGV. Il y a plusieurs versions de cette incapacité à parler dans un micro. Oui, j'en recense 4 principales. La version « trop loin du micro ». La SNCF et son personnel d'accompagnement, membres de l'Alliance Rail Team, souhaitent la bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints en gare d'Avignon. Ce train est à destination de Paris-Gare de Lyon. Il desservira les gares de Valence et de Lyon-Pardieu. Nous informons les voyageurs qu'un bar est à leur disposition en voiture 14. J'ai rien compris. C'est normal. Maintenant, la version trop près du micro. La SNCF et son personnel d'accompagnement, membres de l'Alliance Rail Team, souhaitent la bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints en gare d'Avignon. Ce train est à destination de Paris-Gare de Lyon. Il desservira les gares de Valence et Lyon-Pardieu. Nous informons les voyageurs qu'un bar est à leur disposition en voiture 14. Rien compris non plus. C'est normal aussi. Vient ensuite la version Effet Larsen. La SNCF et son personnel d'accompagnement, membres de l'Alliance Rail Team, souhaitent la bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints en gare d'Avignon. Ce train est à destination de Paris-Gare de Lyon. Il desservira les gares de Valence et Lyon-Pardieu. Nous informons les voyageurs qu'un bar est à leur disposition en voiture 14. J'ai rien compris, en plus ça fait mal aux oreilles. Et pour finir, Simone, la plus fréquente, la version « Je ne suis pas capable d'appuyer sur le petit bouton ». La SNCF et son personnel d'accompagnement, membres de l'Alliance Rail, souhaitent la bienvenue aux voyageurs nous ayant en gare d'Avignon. Ce train est à destination de... Il desservira les gares de Valence et Pardieu. Nous informons les voyageurs que le bar est à leur disposition en voiture 14. C'est vrai que c'est pas grave, mais c'est vrai aussi que c'est ridicule. Et scandaleux, vu le prix qu'on paye. Bon, cela étant, puisque j'en suis à dénoncer, il y a par-dessus le marché un gros mensonge dans cette annonce. Lequel? Un bar serait à notre disposition. Un bar? Vous plaisantez. À notre disposition? Vous vous moquez. Bon, on en parlera une prochaine fois. Je sens que ça va saigner. Au sens figuré, bien sûr. Vous écoutez France Culture. Simone, tu sais qu'ayant le cerveau lent, je réagis volontiers aux événements avec 2 ou 3 métros de retard. Je sais. Là, je voudrais dire un mot de la journée du 8 décembre 2010. La tempête de neige. Tout juste. 2 choses m'ont frappé ce jour-là, qui me placent un peu à contre-courant de l'opinion majoritaire. La première, c'est le procès retentissant fait à un bonhomme pour lequel je n'ai par ailleurs aucune sympathie, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. La presse l'a accablé pour avoir dit en milieu d'après-midi qu'il n'y avait pas de pagaille. On en a fait une bourde historique, une affaire d'État. C'est un peu beaucoup, selon moi. D'abord, comme l'a objecté l'intéressé, il avait précisé « à ce stade, il n'y a pas de pagaille ». Et puis, quand bien même, que voulait-on qu'il affirmât? Que c'était la pagaille généralisée, ce qui aurait eu pour effet d'accroître le désordre et la panique? Soyons raisonnables, qu'à 16 heures, un ministre sous-estime en parole des difficultés dont il n'est pas directement responsable et qui sera amené à reconnaître à 18 heures. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ou alors c'est qu'on avait déjà l'intention de fouetter le chat. Une deuxième chose? Oui, j'ai entendu ce jour-là dénoncer de toutes parts, aussi bien dans la presse que dans la rue, la scandaleuse impéritie des pouvoirs publics, l'inadmissible incompétence ou la honteuse passivité des responsables. Là encore, c'est un peu beaucoup. Il y a, face aux inconvénients des épisodes neigeux par exemple, un vrai souci de dimensionnement. Que ne dirait-on pas si les collectivités territoriales décidaient de s'équiper, aux frais des contribuables que nous sommes, bien entendu, d'un arsenal gigantesque permettant de faire face à une situation qui apparaît en moyenne un jour tous les 25 ans. On parlerait avec raison de gabegie, de surdimensionnement, de mégalomanie, d'excès ruineux, de prudence. Il me semble plus raisonnable d'admettre qu'on ne peut pas tout contrôler toujours et qu'il est logique de prévoir des dispositifs de riposte raisonnablement proportionnés à la menace. Et en disant ça, je ne sous-estime pas les souffrances ni les préjudices subis par des dizaines de milliers de franciliens.
Je dis seulement qu'il faut faire une petite place à l'impondérable et qu'il y a quelque chose de malsain à vouloir, à chaque revers de fortune, se défouler sur quelques boucs émissaires et se draper d'une indignation bon marché. Il y avait aussi tous ceux qui n'avaient pas de mots assez durs à l'encontre de Météo France. Oui, ça aussi, ça me paraît un peu trop commode. Qu'est-ce qu'ils imaginent donc, les impétueux contempteurs de Météo France ? Que les salariés de Météo France savaient très précisément quelle quantité de neige il allait tomber et quelle pagaille allait en découler, et qu'ils se sont délibérément abstenus de nous prévenir, rien que pour nous embêter ? Soyons sérieux, pour une fois, Simone. Ayons un peu d'humilité, acceptons un soupçon de fatalité, surtout quand elle ne fait pas de mort, et ne dressons pas des bûchers à chaque tempête. Demandons-nous plutôt comment il se fait que les pouvoirs publics n'aient toujours pas apporté de réponse à cette question essentielle qui tarabuste l'homme depuis des siècles. Quand la neige fond, où va le blanc ? C'est vrai ça ? Où va le blanc ? Vous écoutez France Culture. Ah, Simone, je suis bien content, j'ai trouvé un nouveau cheval de bataille. Un beau cheval, bien hennissant, mais pas trop méchant. Ah, ça va être un plaisir de l'enfourcher. Par conséquent. J'y vais. En Île-de-France, il n'y a plus moyen de vérifier ou de rectifier la pression de ces pneumatiques. Dans les stations-service, bien mal nommées en l'occurrence, dont pourtant c'est la mission et pour lesquelles c'est peut-être même une obligation légale, je vais me renseigner, dans ces stations-service, les stations de gonflage, les appareils de gonflage sont au mieux payants, ce qui n'est pas normal, ou alors ils sont carrément inexistants, ce qui n'est pas normal non plus, et surtout le plus souvent, ils sont inutilisables, qu'ils soient en panne ou qu'ils aient été détériorés, peu importe, pour l'automobiliste ou le conducteur de deux roues, ça revient au même, il n'y a plus moyen en région parisienne de gonfler ses pneus. Oh, le beau cheval de bataille. Tu vois. Parce que c'est pas tant pour leur plaisir que les usagers de la route veillent à la bonne pression de leurs pneus, c'est pour la sécurité de tous. On nous l'a suffisamment seriné. Ne roulez pas avec des pneus mal gonflés. Vous mettez en danger votre vie et la vie des autres. Comportez-vous en bon citoyen. Ayez des pneus bien gonflés. Ben oui, mais si rien n'est prévu pour que nous puissions les gonfler. Ou alors, faut-il que chaque automobiliste achète et entrepose dans son appartement un compresseur et un dispositif de gonflage ? Moi, j'ai pas la place chez moi. Bon, moi, j'ai la place. Je pourrais même trouver, peut-être, les moyens financiers d'acquérir un compresseur personnel, mais je préfère garder mon cheval de bataille. Et crier sur tous les toits, c'est scandaleux, c'est pas normal, on se moque de nous, les multinationales nous roulent dans la farine, les pompistes sont malhonnêtes comme des garagistes, les pouvoirs publics ne font pas respecter les lois, l'automobile est vraiment la vache à lait des temps modernes, descendons dans la rue au cri de « on veut pouvoir gonfler » ou bien « les pompistes sont gonflés, pas nous ». Ou alors « nous voulons la sécurité pour nos enfants » et qui dit sécurité s'agissant de voitures dit pneus bien gonflés et qui dit pneus bien gonflés dit possibilité de les gonfler dans des conditions plausibles. Oui, bon, non, à la réflexion, ce dernier slogan est peut-être un peu long. Les manifestants ne pourront pas le chanter en rythme. Simone, tu veux bien essayer de l'air pour nos pneus ? De l'air pour nos pneus, de l'air pour nos pneus, de l'air pour nos pneus. Ouais, non, c'est un peu niais. Voyons, mettez-nous la pression. Mettez-nous la pression, mettez-nous la pression. Non, on va nous prendre pour des alcooliques. Alors, essaye voir, on n'est pas des dégonflés. On n'est pas des dégonflés, Non, c'est pas encore ça. Bon, écoute, voilà un beau projet en perspective. Embellir mon tout nouveau cheval de bataille en lui trouvant un slogan digne de lui. Un slogan à sa démesure. Tu as absolument besoin de moi pour ce brainstorming ou bien je peux aller faire un petit tour de vélo ? Vous écoutez France Culture.
Samedi dernier, Simone, dans un bistrot, j'ai entendu un voisin dire à son commensal « Il n'est pas question que je bosse pour des cacahuètes ». Et le lendemain, dans l'autobus, une jeune femme disait à sa collègue « Mais ça, c'est pas une augmentation, c'est rien, c'est peanuts ». Or, peanuts en anglais, Simone, c'est la cacahuète. Oui. Et alors? Alors, 2 fois en 2 jours, j'entends l'arachide, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, traiter avec mépris. Ça me fait de la peine, et je voudrais que nous consacrions notre conversation d'aujourd'hui à la cacahuète. Pour la réhabiliter? Oui, si besoin est. Alors, avant toute chose, je précise que la cacahuète, appelée aussi cacahuète, sans le O, est l'autre nom français de l'arachide. En latin, Arachis hypogaea, plante de la famille des fabacées ou légumineuses, originaire du Mexique et cultivée dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées pour ses graines oléagineuses. Le mot cacahuète vient du nahuatl Tlalcacahuatl, qui signifie cacao de terre. Du reste, autant te le dire tout de suite, j'ai une préférence personnellement pour la cacahuète sans le O, la cacahuète. Je trouve le mot plus rigolo. C'est bien ton droit. Quoi d'autre? Oh, mais on pourrait en parler des heures de la cacahuète. On pourrait dire par exemple qu'en 2003, la production mondiale d'arachides non décortiqués s'est élevée à 36 millions de tonnes. Tu n'as pas des chiffres plus récents? Non, malheureusement. Mais je ne pense pas que la production ait sensiblement augmenté ni baissé dans l'intervalle. Si on te pose la question, vas-y au flanc, réponds 36 millions de tonnes, tu peux pas te tromper de beaucoup. J'y penserai. Autre chose? Oui, j'ai ceci. La cacahuète est une gousse de 3 à 4 cm de long, contenant le plus souvent seulement 2 graines, qui est réticulée extérieurement et étranglée entre les graines, mais non cloisonnée. Pas facile à placer dans une conversation. Si, éventuellement à l'apéritif, au moment même où les gens mangent des cacahuètes. Ça peut faire repartir l'ambiance. Je déteste la laine des mangeurs de cacahuètes. Ah, merci de soulever cette question, Simone. Elle me donne l'occasion de t'apprendre que la molécule responsable de l'odeur des cacahuètes, une odeur que certains jugent apéritive, mais que d'autres comme toi jugent méphitique, cette molécule est la molécule de pyridine. Et si j'entends un jour dans un bistrot ou dans l'autobus quelqu'un faire une remarque désagréable sur la pyridine, alors je ne me gênerai pas pour rappeler que la pyridine, de formule brute C5H5N, est un composé hétérocyclique simple et fondamental qui se rapproche de la structure du benzène où un des groupements CH est remplacé par un atome d'azote. À mon avis, la menace suffira à dissuader les gens d'en parler, que ce soit dans le bus, au bistrot ou même au bureau. Très bien, ça leur laissera tout le temps de parler de cacahuètes. Ou d'autres choses, parce que, franchement, la cacahuète... Bon, reprenons au début. Vous écoutez France Culture. Il y a, Simone, une petite phrase qu'on entend ou qu'on lit souvent, très souvent, trop souvent en ces périodes troublées. Cette petite phrase, c'est « Merci de votre compréhension ». C'est plutôt aimable, non? Peut-être, mais moi, je ne veux pas qu'on me remercie de ma compréhension avant que j'aie personnellement exprimé cette éventuelle compréhension. Je ne veux pas être contraint de faire montre de compréhension. Je ne veux pas qu'on anticipe mon indulgence. Je veux jouir de ma liberté de comprendre ou de ne pas comprendre. Je veux qu'on me demande d'abord, droit dans les yeux, si je suis décidé à faire preuve de compréhension, et qu'en cas de réponse affirmative de ma part, et dans ce cas seulement, on me remercie alors de ma compréhension. Un exemple? Oui. En raison de problèmes techniques, notre train circule actuellement avec un retard de 40 minutes. Nous vous remercions de votre compréhension. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que le chef du train vienne me voir. Je n'ai pas à savoir s'il fait de même avec chacun des voyageurs. C'est pas mon problème. Qu'il vienne me voir et qu'il me dise, en raison de problèmes techniques, notre train circule actuellement avec un retard de 40 minutes. Quel est votre sentiment personnel à cet égard? À ce moment-là,
Je réfléchis, je demande quelques précisions sur la nature exacte des problèmes techniques en question, et si le gars me baratine bien et parvient à me convaincre de sa bonne volonté et de la bonne volonté de la compagnie, alors, magnanime, je lui réponds « Bon, ça va, je comprends ». Et là, il peut enfin me répondre légitimement « Merci de votre compréhension ». Comment vois-tu les choses sur le plan pratique? Je te le répète, ce n'est pas mon problème, Simone. Je n'ai pas à savoir ce qui se passerait si tout le monde était comme moi. Bon, j'imagine que ça prendrait pas mal de temps, mais ça m'est égal. Je ne supporte pas qu'on me remercie d'une compréhension que je n'éprouve pas. Tiens, une pancarte. Pour cause d'entretien, cet appareil est momentanément indisponible. Merci de votre compréhension. Eh non, c'est un peu court. Qu'on me fasse préalablement un courrier, plutôt, pour m'expliquer par le menu les tenants et aboutissants de cette indisponibilité momentanée, qu'on attende que je me prononce par retour du courrier, et alors seulement qu'on affiche l'affichette qui me remercie de ma compréhension. Ou alors qu'on ne s'adresse pas à moi, qu'on écrive ou qu'on dise « Nous remercions tout le monde de sa compréhension, sauf François Rollin, dont la compréhension ne nous est pas acquise. » Je maintiens que c'est un peu lourd comme dispositif. Il y a peut-être une autre solution. Laquelle? Quand tu entends ou quand tu lis cette maudite formule « Merci de votre compréhension », tu fais comme si tu n'avais rien entendu ou rien vu. Ça me semble difficile à réussir concrètement, mais je veux bien essayer. Pendant une semaine, par exemple. Merci de ta compréhension. Vous écoutez France Culture. Attention Simone, bientôt le changement d'année, ça va être le moment de ne pas prendre de résolution. Le moment d'en prendre, plutôt. D'une certaine manière, oui. Bon, pour être exact, disons que c'est le moment de prendre les résolutions dont tu sais pertinemment que tu ne les tiendras pas, dans la mesure où c'est bien connu, on ne tient jamais les résolutions de la nouvelle année. Il faut donc en profiter pour prendre les résolutions utopiques, irréalistes, intenables, que j'appellerais les résolutions virtuelles. Celle-là, c'est le moment. En revanche, s'il y a une résolution à laquelle tu tiens vraiment, qui te semble vraiment importante dans ta vie, une résolution qu'à contrario j'appellerais réelle, alors abstiens-toi surtout de la prendre maintenant, parce qu'elle rejoindrait immanquablement la cohorte des résolutions qu'on ne tient pas. Concrètement? Tu es résolu à te remettre au sport. C'est une question de santé, de bien-être physique et mental, et c'est parfaitement faisable. C'est une résolution intelligente et sage. Ne la prends pas maintenant. Elle finira aux oubliettes dès la mi-janvier. Attends tranquillement la fin de janvier pour prendre cette bonne résolution et la tenir. En revanche, ne te gêne pas pour prendre dès maintenant la résolution, par exemple, de ne plus boire une goutte d'alcool. C'est une résolution que tu ne tiendras pas sérieusement. Et ça n'est pas bien grave, il te suffira de consommer avec modération. Inutile de tenter de t'astreindre à l'abstinence totale. Tu ne tiendras pas. Alors à quoi bon la prendre, cette résolution? C'est la part du rêve. C'est comme les projets de vacances aux Antilles, qu'on ne réalisera pas, mais on se sera donné du bon temps en les caressant. On se sera offert quelques heures de vacances virtuelles, on aura imaginé la douceur du soleil et la beauté des plages, la gentillesse des autochtones et les délices de la cuisine locale. On aura rêvé d'une rencontre amoureuse très sensuelle et très romantique à la fois. On aura exploré en rêve des fonds marins féeriques et on aura pris des bains de minuit en compagnie d'une joyeuse bande de copains très marrants et très cultivés de surcroît. Bon, rien de tout cela n'arrivera, mais on se sera offert, pour pas un rond, de belles heures de bonheur virtuel. Rien qu'en t'écoutant, j'ai bien profité. Eh bien, c'est pareil pour les résolutions virtuelles. Elles n'auront aucune traduction dans le réel, c'est une affaire entendue, mais on se sera fait du bien en les formant. On aura progressé, toujours pour pas un rond, dans l'estime de soi. On aura tutoyé la perfection faite homme ou faite femme. On se sera magnifié et sanctifié par la pensée. C'est toujours ça de prix. Peu importe si par la suite on continue d'être ordinaire et bourré de défauts, velléitaire et lâche, colérique et paresseux, autoritaire et égoïste.
De toute façon, c'est ce qui nous pendait au nez. Mais, foutu pour foutu, on se sera au moins offert, l'espace d'un instant, une image de soi flatteuse et stimulante. Mon copain Jean-Luc m'a dit avant-hier, en 2011, je perds 25 kilos. J'ai répondu, tu peux toujours rêver. C'est très bien répondu, Simone. Il ne les perdra évidemment pas, mais il se sera donné du bon temps en rêvant de les perdre, en prenant la résolution virtuelle de les perdre. Il aura tout loisir, d'ici un mois, de prendre la résolution de perdre 3 kilos, et celle-là, il la tiendra. Bon, en résumé, Simone, il faut prendre les résolutions importantes en dehors de la période traditionnelle des résolutions et garder, pour cette période, les résolutions dites à la mort moelle-neu. Il me semblait que tu avais pris la résolution de ne plus utiliser d'expressions triviales. Moi? Quand ça? Vous écoutez France Culture. Je dois revenir, Simone, sur notre conversation d'hier. Je t'ai mis en garde contre les résolutions qu'on prend à la période traditionnelle des résolutions, c'est-à-dire en ce moment, qui sont des résolutions qu'on ne tiendra pas parce que traditionnellement, on ne tient pas les résolutions qu'on a prises à cette période. Oui, ça me revient. C'est encore un peu confus, mais ça me revient. A contrario, si on tient très fort à une résolution, c'est-à-dire si on a vraiment à cœur de la tenir, il est judicieux de la prendre à un autre moment. N'importe quand, mais pas en ce moment. D'accord. Mais attention, il faut être très vigilant dans la gestion de ce système. Moi, par exemple, moi qui te parle, en décembre 2008, aux alentours du 29, j'avais pris la résolution de ne plus prendre les résolutions importantes à la période des résolutions qu'on ne tient pas. Eh bien, ça n'a pas manqué. Je n'ai pas tenu cette résolution en 2009. Et vers la fin décembre, j'ai recommencé à prendre une résolution importante, qu'évidemment, je n'ai pas tenue en 2010, puisque je l'avais prise à la mauvaise période. Fort heureusement, il ne s'agissait pas de la résolution de ne plus prendre de résolution au mauvais moment. Sinon, je me serais enfermé pour longtemps dans un cercle très vicieux. Non, il s'agissait de la résolution de ne plus m'embarquer dans des raisonnements scabreux. Comme tu vois, je ne l'ai pas tenue. Je vois. Oui. Donc, cette année, je balise bien soigneusement ma piste. Je prends délibérément, en pleine période des résolutions qu'on ne tient pas, la résolution de prendre un vrai petit déjeuner chaque matin et la résolution de ne plus dire du mal de la SNCF. Voilà 2 résolutions qui passeront donc joyeusement à la trappe dès la semaine prochaine. Inversement, je garde sous le coude, pour la prendre d'ici une quinzaine de jours, la résolution de perdre en 2011 les 5 kilos que ton ami Jean-Luc ne perdra pas. Évidemment, puisque lui a résolu de les perdre la semaine dernière. Le maladroit, il s'est résolu en plein dans la période maudite. Tu peux être certaine qu'il ne tiendra rien. Il a même de fortes chances de reprendre du poids en 2011. Comme moi, d'avaler un café et 2 pimes sur le pouce chaque matin et de râler contre la SNCF l'après-midi. Alors que, s'il avait attendu 15 jours, Jean-Luc, il se donnait toutes les chances de maigrir pour de bon. Il peut encore se rattraper. Non, tu peux pas superposer les résolutions comme on superpose des cubes. Les résolutions ne sont pas des clous, l'une ne chasse pas l'autre. Une résolution prise au mauvais moment te ligote pour toute l'année qui suit, sur le chapitre concerné. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait être vigilant. On a trop vite fait de perdre une année sur une résolution malvenue. Pardon, j'essaie de remettre mes idées en ordre. Tu m'as convaincue, c'est bon. Je suis résolument résolue à me montrer désormais vigilante. Mais quand dois-je prendre la résolution de l'être? Maintenant? Surtout pas, malheureuse. Ce serait retomber dans le manque total de vigilance auquel tu t'es, sans doute, par maladresse, condamné l'année dernière. Non, non, attends un peu. Tu me feras signe. Si j'y pense, oui. Vous écoutez France Culture. Simone, plus que 2 jours à tirer, comme disent les militaires, et après-demain, juste avant minuit,
On s'embrassera, conformément à la tradition, sous le gui, sous une boule de gui ou sous une simple branche de gui, le gui, symbole de prospérité et de longue vie. Voilà. Si on est très ancré dans la tradition, on prononcera la formule rituelle au gui l'an neuf, et si on est très ancré dans la poilade, on prononcera en s'embrassant la formule désopilante à l'année prochaine. Désopilante en effet, puisqu'en réalité, on va se revoir dans 2 minutes. Tu peux nous en dire un peu plus sur le gui? Je n'osais pas te demander de me le demander. Alors, le gui est un sous-arbrisseau de la famille des Laurentacées. C'est une plante épiphyte et hémiparasite, c'est-à-dire, pour parler simplement, une plante qui pousse sur les autres. Il y a de nombreuses espèces de gui et chacune pousse plus volontiers sur une espèce d'arbre en particulier. On prendra garde, Simone, de ne pas confondre le gui avec les gui, dont on connaît également plusieurs spécimens, parmi lesquels Guy Carlier, qui pousse plutôt sur Europe 1 en ce moment, Guy Forget, qui pousse son équipe à la victoire, sauf parfois, Guy Béard et Guy Marchand, qui poussent la chansonnette, Guy Bedos, qui pousse parfois un peu loin le bouchon, Guy Drut, qui poussait sur la pointe des pieds, Guy Savoie, qui pousse très loin l'invention culinaire, Guy Moquet, récemment poussé sur le devant de la scène, Guy Roux, qui pousse les autres à pousser le ballon, Guy Mollet, qui poussa les socialistes en avant, Guy Descartes, qui pousse encore sur les quais de gare, Guy Degraine, qui poussait avec son couteau, Guy Lux, qui poussait le populisme dans ses derniers retranchements, Guy Brouty, qui poussait les verbicrucistes à bout, Guy Darbois, qui poussait le téléspectateur à poser sa question, Guy Debord, qui a poussé le raisonnement jusqu'à son terme, Guy de Maupassant, incontestable patron des Guys, et il manque à cette liste un assassin récidiviste dont, par superstition, je préfère ne pas prononcer le nom. Ce que je retiens surtout, c'est la blague sur l'année prochaine. Peux-tu me l'expliquer? Enfin, nous l'expliquer à nouveau. Oui, volontiers. Alors, mise en situation. Il est minuit moins 15 secondes le 31 décembre. On s'embrasse tous les uns les autres, comme c'est la coutume à la nouvelle année, et peu importe que ce soit sous le gui, ou sous un lustre à facettes, ou sous un ginkgo biloba. L'important est qu'on dit à celle ou celui qu'on embrasse à l'année prochaine, ce qui suppose, en vertu de l'usage le plus répandu de cette locution, qu'un certain temps va s'écouler avant qu'on ait l'occasion de se revoir. Or, vu que quelques secondes à peine nous séparent du changement d'année, la formule se trouve prise à contre-pied. Ce n'est pas dans longtemps qu'on va se revoir, c'est immédiatement après minuit, c'est-à-dire une poignée de secondes plus tard. Et en effet, ce sera bien l'année prochaine, mais il ne se sera écoulé que très peu de temps, contrairement à ce que la formule laissait supposer. D'où la drôlerie de la chose. Drôlerie qui procède de la distorsion virtuellement involontaire d'une formule toute faite. Et là, Simone, celui ou celle qui ne rit pas de bon cœur, bon, admettons éventuellement qu'il ait des problèmes personnels très douloureux, mais sinon, s'il ne rit pas, c'est tout simplement un peine à jouir, un triste cire, un dépressif. Et si c'est quelqu'un qui a un gros chagrin d'amour? Oui, je rangeais ça dans les problèmes personnels très douloureux. Et je veux bien admettre que celui-là ne rit pas de bon cœur. D'autant moins si son amoureuse ou son amoureux l'a quitté en lui disant « à un de ces jours », alors qu'il risque fort de ne jamais se revoir. Ouais, dans ces conditions, toutes les blagues sur le temps et sur sa longueur le font grincer des dents plus qu'autre chose. Que veux-tu que je te dise, hein? Il rira sous le gui dans 1 an et 2 jours. Courage, pauvre lapin! Vous écoutez France Culture. Tu ne seras pas étonné, Simone, d'apprendre que le changement d'année civile imminent oriente quelques-unes de mes réflexions sur le temps qui passe et sur le temps qui a passé. Je sens qu'on va bien rigoler encore aujourd'hui. Il y a 1001 façons de dire que le temps a passé, que du temps s'est écoulé depuis un instant I. Je l'appelle instant I volontairement. Je ne vois pas pourquoi on parle d'un instant T, alors qu'on dit le jour J, le point P, une vitesse grand V, la droite D et l'heure H. Fermons la parenthèse, que je n'avais pas explicitement ouverte, entre parenthèses. Bref,
Il y a donc mille et une façons de dire que le temps a passé. Tu vas quand même pas nous les citer toutes? Non, juste, ça fait une paye, ça fait un bail, il y a des lustres, il y a des lunes, ça fait belle lurette. Il en reste 996. Et celle qui retient mon attention, c'est « de l'eau a coulé sous les ponts », qui signifie à la fois que le temps a passé et qu'il s'est passé des choses pendant ce temps qui passait, que les choses ne sont plus comme elles étaient à l'instant de référence. Exemple? Exemple, en 1993, il était le comédien le mieux payé de France. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, il pointe piteusement aux ascédiques. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Je te donne un exemple de l'utilisation de la phrase « de l'eau a coulé sous les ponts ». Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien d'eau précisément a coulé sous les ponts. Par exemple, depuis 1993, combien d'eau a coulé sous le pont d'Avignon? Au moins 200 litres, à mon avis. Légèrement plus, Simone. À raison de 1700 mètres cubes par seconde en moyenne, le pont d'Avignon a vu passer, depuis 1993, 912 milliards 14 640 000 mètres cubes d'eau. Et alors? Alors, je trouve que c'est beaucoup. Si je considère qu'un homme boit en moyenne 2 litres d'eau par jour, j'en déduis qu'il aura bu dans une vie moyenne 50 mètres cubes d'eau. Tu te rends compte, Simone, que dans les périodes de très gros débit du Rhône, il passe chaque seconde sous le pont d'Avignon 100 fois la quantité d'eau bue par un homme dans toute sa vie. Et alors? Alors c'est beaucoup d'eau, je le maintiens. Parlons du pont Mirabeau à Paris, celui d'Apollinaire. Il voit passer chaque jour, en moyenne toujours, 30 milliards 240 millions de litres d'eau. C'est-à-dire que si cette eau était potable, ce qui n'est pas le cas, l'eau qui passe sous le pont suffirait à étancher la soif quotidienne de 15 milliards d'adultes. Et nous ne sommes que 6 milliards sur Terre. Et pourtant, on manque d'eau. Alors que je n'ai retenu que le pont Mirabeau. Bon, je ne vais pas ajouter le pont Neuf et le pont de l'Alma. Il faut être honnête, c'est la même eau qui passe dessous. Mais si j'ajoute le pont d'Avignon, le pont de Saint-Nazaire sur la Loire, le pont d'Aquitaine sur la Garonne, et tous les ponts situés à l'embouchure des fleuves qui ne sont pas affluents du Rhône, ni de la Seine, ni de la Loire, ni de la Garonne, tu constates, Simone, que l'eau qui passe rien que sous les ponts de France nourrirait, si j'ose dire, plus de 50 fois la population actuelle du globe. Et alors? Alors, dire que de l'eau a coulé sous les ponts, ce n'est pas peu dire. Et donc? Flûte, Simone. Vous écoutez France Culture. Simone, ôte-moi d'un doute. L'agneau de Sisteron, il vient bien de Sisteron. Et l'agneau de Pauillac. Sauf cas de fraude caractérisée, il me semble que oui. Le bœuf de Salers vient de Salers. Et le bœuf de Kobe. L'huître de Marennes vient de Marennes, comme celle de Cancale vient de Cancale. Le poulet de Bresse vient de Bresse. Et le canard de Chaland vient de Chaland. Je crois. Alors, veux-tu me dire, Simone, pourquoi la gazelle de Thomson ne vient pas de Thomson? D'où vient-elle? D'Afrique de l'Est, où sa population est estimée à plus de 500 000 individus. C'est une gazelle de petite taille, dont la hauteur moyenne au garrot est de 63 cm pour les mâles et 56 cm pour les femelles. Sa vitesse de pointe est de 65 km/h. Ça nous dit pas pourquoi elle s'appelle De Thomson. Elle doit son nom à l'explorateur et géologue écossais Joseph Thomson, 1854-1895. Et pourtant, d'après mes renseignements, ce n'est pas Joseph Thomson qui a découvert l'existence de cette gazelle, mais le zoologiste allemand Albert Günther, 1830-1914. On aurait donc pu parler de la gazelle de Günther. Comment Thomson est-il parvenu à laisser son nom à une aussi gracieuse créature alors qu'il ne l'a pas découverte et qu'il s'est probablement contenté d'en faire rôtir quelques centaines pour les repas de ses équipes? Mystère. C'est vraiment important de le savoir? J'attendais cette question, Simone. Est-ce que c'est important?
Mais qu'est-ce qui est important à la fin? Rien ou quasiment rien si on regarde la réalité sous un certain angle, et tout ou presque tout si on la regarde sous un autre. Antoine ne m'a pas dit bonjour quand je l'ai croisé dans l'ascenseur. C'est important? La forêt amazonienne est menacée. C'est important? Mon chat a des puces. Le prix de l'essence a augmenté. Il y a eu un tremblement de terre à Java. Jean-Louis Borloo n'est plus au gouvernement. On m'a crevé un pneu à ma voiture. C'est important? Il y a une boutique de produits bio qui s'est ouverte dans mon quartier. On a décerné le prix Goncourt. Ma copine Marina a mal aux dents. Bernard Giraudot est mort. J'ai perdu ma carte vitale. Jean-Louis Borloo a perdu sa carte vitale. Il neigera beaucoup en février. C'est important? Il y a un début de guerre civile quelque part en Afrique. Mon pullover mauve a rétréci au lavage. Tous mes pullovers ont rétréci au lavage. Il y a des vieillards maltraités dans les maisons de retraite. C'est important? L'huître française est malade. Sébastien a perdu sa mère. Il y a une erreur en ta défaveur sur ta facture de gaz. La nuit prochaine, on changera d'année. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça dépend des paramètres. Eh ben oui, le mot est lâché. Les paramètres. Un paramètre, Simone, est un élément d'information à prendre en compte pour prendre une décision ou pour effectuer un calcul. La réponse à toutes les questions que je viens de poser dépend d'un certain nombre de paramètres. Es-tu riche ou pauvre? Suédoise ou javanaise? Es-tu vieille ou jeune? Es-tu de la famille de Sébastien? Es-tu Jean-Louis Borloo? Habites-tu Strasbourg ou Los Angeles? Roules-tu parfois à vélo? Te chauffes-tu au gaz? Quel âge a ton chat? Aimes-tu les huîtres? Comment va ta vie? Es-tu heureuse actuellement? La liste n'a pas de fin. Il y a un bon million de paramètres qui t'amèneront à décider si un fait est important ou ne l'est pas. Il n'y a pas de loi générale. C'est compliqué. C'est la vie. C'est comme ça. Oui. En tout cas, que la gazelle de Thomson ne vienne pas de Thomson, j'ai trouvé ça assez important pour un 31 décembre. Ah, quand même.